suis donc Nicolas Dupont, je suis chef de projet du projet FAIR, donc à la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, qui est un groupement d'intérêt public qui porte des actions en faveur du retour à l'emploi pour les personnes les plus fragiles. Le projet FAIR, c'est une réponse à un appel à projet donc, du ministère du Travail, qui tous les ans repère une dizaine de projets exemplaires dont le but est de tester de nouvelles façons d'accompagner les demandeurs d'emploi vers le retour à l'emploi, et notamment les plus fragiles. Donc c'est pour ça que cet appel à projet s'appelle 100% inclusion. L'objectif étant de permettre à des personnes très éloignées de l'emploi, jeunes sans qualification, personnes bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi de longue durée, de retourner à l'emploi. Et donc la réponse à cet appel à projet, on l'apporte collectivement. Et c'est l'originalité un petit peu est là, c'est qu'on est un consortium donc, de structures publiques et privées qui œuvront sur ce projet, donc sur le projet FAIR. Voilà. Parmi les structures publiques, vous avez le GIP, donc Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, vous avez Pôle emploi. Et puis parmi les structures privées, vous avez, je ne citerai que quelques exemples, donc 2 groupements d'employeurs, Génie Pluri et Métisport, Génie Pluri étant représenté ici par Hervé Piquet-Gauthier. Et puis une très très belle entreprise lyonnaise qui est aussi promotrice de la démarche, une entreprise qui s'appelle l'Olympique Lyonnais, voilà, qui sur le territoire de Lyon est connue pour ses exploits sportifs, mais aussi pour ses exploits économiques, 550 salariés, faisant travailler aussi de nombreuses entreprises, et étant en partenariat avec de nombreuses entreprises. Et au titre de sa responsabilité sociale, justement, l'Olympique Lyonnais a souhaité s'investir dans ce projet. Voilà. Ce projet, il vise donc de permettre le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté. Comment faisons-nous? Alors, ce n'est pas la martingale au chômage, ce n'est pas la solution au chômage, ce n'est pas la solution au recrutement que l'on n'arrive pas à faire. Par contre, c'est une action d'inclusion. Et à notre sens, l'inclusion, c'est que chacun fasse un pas vers l'autre. Que les demandeurs d'emploi puissent mieux se préparer à retourner dans une entreprise. Et en ce sens, on essaie de les y aider. Mais aussi, nous avons besoin d'employeurs qui sont prêts à faire un pas en avant. Pour cela, on s'est dit, pour que l'équation réussisse et que la charge soit en égalité, il faut aider autant les entreprises, les employeurs, que les demandeurs d'emploi pour que leur rencontre se fasse et que la progression, que les gens progressent ensemble en fait. Donc après, la recette est simple. On fait un sourcing très large, c'est-à-dire qu'on propose aux demandeurs d'emploi d'intégrer le projet FAIR sur 2 critères essentiels. La motivation, que l'on qualifie comme l'envie de sortir de la situation actuelle, qui est une situation qui leur pèse, une situation de chômage. Voilà, et donc ça passe par la rencontre, hein, on ne peut pas mesurer la motivation comme ça par des tests simples. Donc on fait venir les gens, on leur explique à quoi ils vont s'engager et à quoi nous on s'engage. Et ensuite, on leur demande un petit peu voilà, de réagir par rapport à ça. Le deuxième critère, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que l'on ne rentre pas dans le projet FAIR pour devenir assistant administratif, gestionnaire paye, chargé de logistique, opérateur en maintenance, quoi que ce soit. On rentre dans le projet FAIR parce qu'on veut trouver un premier travail. On veut revenir à l'emploi et nous travaillons avec le marché de l'emploi local. C'est-à-dire qu'on n'invente pas les métiers qui n'existent pas encore, on n'a pas cette capacité-là. On ne peut pas conduire dans la durée de l'accompagnement que l'on propose des parcours vers le métier idéal. Par contre, on peut fabriquer les premières marches. Voilà. Donc nous réalisons un sourcing en continu pour générer des promos de 35 personnes. Et nous rencontrons donc des demandeurs d'emploi qui nous sont envoyés par Pôle emploi, par des associations. Et puis aussi, on a une mission de Aller vers, avec une association qui va fréquenter les lieux de vie des personnes, plutôt dans les quartiers populaires, dans les centres sociaux, en pied d'immeuble, de manière aussi à pouvoir parler de leurs envies, leurs besoins, leurs motivations et leur ouverture. Voilà. Et ensuite, ce que l'on propose, et c'est un petit peu la clé de voûte donc, du projet,
c'est d'accompagner les personnes sur 3 mois, avec une préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un dispositif qui est financé par Pôle emploi, totalement pris en charge. Et pendant 3 mois, eh ben, les groupes que l'on a constitués sont formés au savoir-être. Donc il y a des ateliers pour reprendre la confiance en soi, des ateliers où on remet de la pratique physique, puisque vous comprenez qu'avec un partenaire comme l'OL et l'OL Fondation, on s'appuie aussi beaucoup sur les valeurs du sport et du collectif. Donc il y a une reprise en main aussi de son corps, de son esprit au travers d'activités physiques qui sont relativement légères et relativement faciles à réaliser, mais par petites touches, donc 1 à 2 fois dans la semaine, puisque les stagiaires passent 3 mois, 4 jours par semaine avec nous. Ils travaillent la reprise de confiance en soi, la connaissance de soi, au travers de techniques de développement personnel. Ça peut passer par la sophrologie, ça va passer par le yoga, ça va passer, Hervé, tu me compléteras, par différentes activités, puisque vous l'avez compris aussi, la formation, elle est non scolaire, elle est dans le faire, c'est-à-dire que l'on met les gens en action. Voilà. Et ensuite, il y a également donc tout ce qui va être communication, parce que quel que soit le métier que l'on va exercer plus tard, on va l'exercer forcément en équipe de travail. Et donc, il y a vraiment des ateliers où on insiste vraiment sur le fait qu'on doit être en capacité, quel que soit son niveau de français, quel que soit son niveau d'études, de pouvoir communiquer avec d'autres de manière professionnelle. Et donc, les stagiaires sont amenés tour à tour à promouvoir une idée, à écouter une idée, à enrichir une idée, voilà, à aller chercher de l'information seul ou à plusieurs, voilà, et de manière à pouvoir la partager. Puisque c'est ce que l'on retrouve après dans les entreprises, quel que soit son poste de travail, y compris sur des postes d'opérateurs, dans lesquels, à un moment donné, quand l'opérateur sait dire qu'il n'a pas compris, sait dire qu'il ne sait pas, ou sait dire qu'il a une idée d'amélioration, l'entreprise peut y gagner à ce moment-là, et le collaborateur aussi peut se sentir satisfait. Et puis après, il y a une troisième partie donc, qui est travaillée dans ces 3 mois, c'est la projection dans l'entreprise. Comment je me projette à l'avenir. Et là, on essaie justement de travailler sur l'ouverture au métier. Et donc, c'est pour cela qu'on invite toutes les semaines des employeurs à venir présenter leur métier, à venir rencontrer les stagiaires, puisque c'est la base du projet FAIR, c'est la rencontre. Et il se passe ce qui doit se passer. Généralement, ce sont des échanges qui sont plutôt riches. Ceux qui y ont participé pourront témoigner. Et puis, il y a la possibilité, pendant ces 3 mois, de faire 12 jours de stage, justement, dans une des entreprises qui ont participé. Voilà, et ça c'est pour la partie un petit peu le pas de l'un vers l'autre et travailler sur un peu l'insertion professionnelle d'un côté, et puis le stage permet de travailler l'inclusion professionnelle, c'est-à-dire que l'entreprise découvre des stagiaires et puis commence à imaginer un peu la suite et comment on pourrait intégrer ces personnes-là. Et la deuxième partie vraiment du procédé, c'est qu'on travaille après sur les savoir-faire professionnels, au travers donc d'un contrat d'alternance qui est supporté par le groupement d'employeurs, mis à disposition des entreprises qui le souhaitent. Là, l'avantage, c'est que les personnes sont connues du groupement d'employeurs de l'organisme de formation depuis le sourcing, donc ça fait déjà plus de 3-4 mois qu'on les connaît. Et le groupement d'employeurs assure la prise de fonction et la montée en compétences, avec de l'alternance qui n'est pas forcément diplômante, qui peut tout simplement être de la formation à la tenue du poste. Voilà. Et petit à petit, les gens s'apprivoisent et puis les personnes révèlent leur talent à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a deux phases dans le projet FAIR. 3 mois où on travaille plutôt sur la partie avec les individus, avec les stagiaires, sur le côté reprise de confiance et gagner en savoir-être professionnel. Et puis une deuxième partie qui se fait plutôt avec les entreprises et les salariés bien sûr, sur les compétences techniques et occupation du poste. Et pour cela, donc, nous ne faisons pas des miracles. Nous avons un taux de succès assez important. On peut dire qu'après 4 à 5 mois, suivant la sortie, on a plus de 50% de réussite des personnes qui intègrent une entreprise. Voilà.
Et puis pour celles qui intègrent l'entreprise, ça nous révèle de très beaux parcours, de beaux talents, des gens qui se révèlent, et puis des gens qui, de la situation de demandeur d'emploi, un peu solitaire, un peu pris dans une spirale dans laquelle il est difficile de se sortir, deviennent salariés. Salariés en alternance, et puis salariés, d'ailleurs on en parlera, salariés à proprement parler d'une entreprise. Voilà. Je ne vais pas chercher à vous convaincre moi-même que cela fonctionne. Je vais appeler des témoins qui vont vous parler de leur parcours dans le cadre du projet FAIR, comment ça s'est passé, ce qu'ils en ont retiré. Et donc j'appelle à la barre. Alors, Monsieur Catherine, si vous voulez bien me rejoindre, ainsi que Clémence. Voilà, donc pour la société e-Satisfaction, et Monsieur Lofreda pour la société Lorge Imprimeur. Et je vais avoir la rude tâche de les interviewer, ce qui n'est pas du tout initialement dans mes compétences métiers, je dirais. Mais bon, dans le cadre du projet FAIR, qui est une expérimentation, j'ai oublié de le dire, c'est-à-dire qu'on est en amélioration continue, systématique. Voilà, on est amené à apporter des modifications assez pratiques. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté de dégager du temps pour venir témoigner et parler de votre expérience. Monsieur Lofreda, donc vous êtes président-directeur général de Lorge Imprimeur. C'est ça. Donc on est imprimeur, une société, une vieille dame qui existe depuis 1916. L'étiquette adhésive est notre métier. Nos clients sont les gros industriels comme des petits clients qui vont faire des bières, qui vont faire des quenelles lyonnaises, enfin... Voilà, qui a toujours été basé à Lyon ou à proximité de Lyon. C'est aujourd'hui bientôt presque 70 personnes, 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et des clients comme Lustucru, Bonduel, le groupe Panzani, les laboratoires Aguetan et d'autres laboratoires. On vend en grande partie en France, mais aussi un petit peu en Europe via nos clients en Espagne, surtout aujourd'hui, mais dans le passé, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, en Europe, quoi. D'accord. Sauf pour l'Angleterre, mais en ce temps-là, oui. D'accord. Et vous avez intégré au tout début de l'expérience, donc oui. Oussama au service expédition. C'est ça. On a 2 personnes aujourd'hui qui ont démarré, qui sont toujours chez nous. Il y a donc Oussama qui est donc à notre service logistique, expédition et livraison, parce qu'on a notre propre... on fait certaines de nos livraisons avec notre propre véhicule. Et puis Noura, qui est assistante au service financier, dans ce cas-là. Merci. Voilà. Et donc, Monsieur Catherine, vous êtes directeur général de la société e-Satisfaction, spécialisée dans l'externalisation client, et vous êtes accompagné de Clémence Magna, qui est responsable RSE, insertion, inclusion, oui. Formation, oui. RH. C'est ça. C'est ça. Si vous voulez bien vous présenter Donc e-Satisfaction, on est une entité du groupe Iteracti, qui est un jeune groupe. Alors e-Satisfaction a 10 ans, le groupe a 1 an. On est une vingtaine de personnes, on est spécialisé dans la partie service client, on propose aux entreprises d'externaliser les services clients chez nous. Donc on a des spécificités puisqu'on est des experts du e-commerce dans la relation client par exemple. C'est un de nos créneaux. On fait donc de la relation client multilingue, multicanal. Pardon. Et on associe beaucoup, de plus en plus, le digital à l'humain. Donc c'est pour ça qu'on fait partie du groupe Iteracti, qui a une entité digital marketing. Grâce au groupe, on a aussi des entités dans plusieurs villes, Annecy, Castres, Nantes. Et donc on a accueilli, effectivement, grâce à Clémence, parce que c'est elle qui s'occupe de cette partie-là dans le groupe, la partie inclusion. On a accueilli Michel chez nous. Qu'on a dit notre Michel. Voilà, qu'on dit maintenant notre Michel, qui est chez nous depuis maintenant... un an, quasiment. Presque un an. Ouais. Presque un an. En mai, ça fera un an. Ouais, au mois de mai, c'est ça. Ok, ben merci beaucoup.
Lequel de vous deux a entendu parler du projet Faire en premier, Laurent, Clémence? C'est plutôt moi. C'est plutôt vous. Ouais. Alors, comment... C'est en rencontrant notre conseillère formation de l'OPCO EP, D'accord. avec qui on a évoqué nos besoins de formation, nos besoins de recrutement. Et puis je lui présentais aussi un petit peu la démarche RSE dans laquelle on était en train de, vers laquelle on était en train de s'orienter. Et c'est là qu'elle a dit, au vu de vos besoins et de là où vous voulez aller, elle nous a présenté le projet Faire. Et puis c'est vrai que ça correspondait tout à fait à nos orientations. Et puis c'est comme ça qu'on s'est dit... Allons voir. Allons-y, ouais. Allons voir. Bon, très bien, très bien. L'OPCO EP, effectivement, fait partie des membres du consortium, donc des membres privés du consortium. Et ils interviennent surtout justement sur le côté financement de l'alternance. Voilà. On est assuré d'avoir leur écho, et donc c'est un OPCO effectivement qui souhaite œuvrer en faveur de l'inclusion pour leurs adhérents et au-delà. Et vous, Monsieur Lofreda, vous aviez entendu parler du projet Faire comment? J'ai la chance d'être adhérent du groupement d'employeurs Génie Pluri. Et c'est par cet intermédiaire-là que les équipes de Génie Pluri m'en ont parlé. C'est vrai que ça correspond au projet que l'on a avec le groupement, ça correspond à ce que je veux faire dans mon entreprise. Donc voilà, ça a été une évidence. Ok. La première étape pour l'un d'entre vous, et alors l'un d'entre vous, ça a été quoi Ça a été d'accueillir une personne donc, du projet Faire chez nous en observation. Vous étiez venu les voir, non? Peut-être Non. avant. Non, précédemment, vous n'aviez pas eu l'opportunité de venir. On est arrivé en fait quand c'était terminé. c'était quasiment c'était terminé la et fin il du reste. cycle. Ouais. Effectivement, donc ce que l'on fait, généralement, on invite les entreprises à venir voir. C'était votre cas, monsieur Lofreda, peut-être? Oui, moi, avec Génie Pluri, ils m'ont expliqué ce qu'il en était, Oui. la teneur du projet. Et puis, j'ai présenté mon entreprise à la canopée, à l'ensemble des participants. Et ça a été une expérience agréable parce que j'ai été extrêmement surpris de l'enthousiasme, de la motivation. J'ai eu plein de questions. Je pensais que j'allais rester 10 minutes et me sauver. J'avais un agenda un petit peu chaud. Ça ne s'est pas passé comme ça. Hervé m'avait un peu briefé, mais bon, on prend. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de gens motivés qui étaient presque prêts à venir très très rapidement dès le lendemain ou tout de suite voir ce qui se passait dans l'entreprise. Et ça a vraiment été... la première prise de contact a été extrêmement agréable pour moi sur la motivation des personnes. D'accord. Vraie découverte. Ouais. Bon, et pour eux aussi, alors je témoigne un peu, je suis leur témoin, mais effectivement, lors de ces matinales, donc on fait venir les entreprises qui présentent leurs besoins de recrutement et leur métier et leurs passions, etc. Mais il se passe aussi d'autres choses, et pour beaucoup de stagiaires, ils apprennent qu'on ne naît pas des RH. Voilà, on n'hérite pas forcément toujours d'une entreprise de ses parents. On peut passer par des petits boulots pour se financer ses études, ou bien on a changé 3 fois de métier, etc., etc. Et souvent, la rencontre, elle se fait à ce moment-là, et il y a des prises de déclic pour les participants qui disent, mais en fait, et puis aussi, on s'aperçoit qu'un grand patron ou une chargée de relations RH, etc., c'est avant tout un homme, une femme, comme vous et moi. Et donc, on essaie aussi, dans le cadre de la préparation, de favoriser cet échange-là, qu'il reste humain, non outillé, c'est-à-dire que l'on évacue la question du CV, la question de l'entretien formel d'embauche, pour être sur un échange. Et effectivement, il peut arriver qu'on vous bombarde de questions, et plus vous répondez, et plus on vous pose de questions, généralement. et plus ça donne envie, à un moment donné, de venir travailler chez vous. Parce qu'effectivement, une offre, peut-être l'orge imprimeur, aurait beaucoup moins parlé que Didier Lofreda qui vient vous voir et vous présente mon métier. Effectivement. Et vous, effectivement, donc vous êtes, on vous a attrapé un peu au vol après les matinales, et on vous a suggéré donc des stagiaires, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc là, la rencontre s'est fait comment?
On a reçu la personne, on a Oui. fixé une date et il est resté plusieurs jours chez nous en observation. Alors c'est vrai que le processus de recrutement est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, puisque là, pas de CV, pas d'entretien. On a reçu la personne, on l'a installée. Alors nous, comme c'est des postes de travail sédentaires, de gens qui répondent au téléphone ou qui répondent à des mails ou à du chat en ligne, on a pas mal de clients différents. Donc on l'a mis sur plusieurs postes en double écoute. Et puis là, il a regardé ce qui se passait et puis là, il a découvert qu'il y avait des clients super intéressants. Par exemple, on a des clients qui travaillent dans des métiers un peu techniques et au téléphone, on a besoin de conseillers clients qui sont capables d'avoir des petites affinités avec le technique. Et nous, c'est difficile de recruter ces profils-là. Et il se trouve que Michel adore le technique, donc il s'est dit mais c'est génial ce truc-là. Et donc voilà, après lui avoir fait passer sur plein de postes différents, on a défini le pôle dans lequel il serait et il a été formé sur plusieurs clients du coup dans la continuité après du processus, quoi. Mais c'est vrai, pas de CV, pas d'entretien. On a des entretiens, on a quand même discuté ensemble, hein, mais je veux dire, je ne connaissais pas son cursus passé, quoi. Donc c'est quelque chose qu'effectivement on n'a pas l'habitude de faire. Est-ce que ça vous aurait apporté beaucoup si vous aviez connu son cursus passé finalement? Non. Pas vraiment? Non, non. Pas du tout, c'est plus la personne. Enfin, moi, j'attache beaucoup d'importance à l'humain, parce qu'on a un métier qui est vraiment dans l'humain, parce que notre main-d'œuvre est vraiment très importante dans notre métier de service. Et donc, je suis attaché à la partie personnalité, puisque c'est les compétences de chacun qui ne sont pas spécialement des compétences acquises dans les études, mais plutôt dans la capacité de faire des choses. Donc, ça s'est fait sur le feeling, quoi. Ça s'est fait sur le film. D'accord, d'accord. Et vous, monsieur Lofreda, votre rencontre avec Nora et Oussama? Alors, nous, on a eu il y a eu pendant 2 sessions de visite dans l'entreprise, puisqu'on avait beaucoup de candidats. Vous êtes allé les voir et donc ils ont tous voulu venir vous voir après. Ouais, ce que je disais, il y avait beaucoup de motivation. Ça partait un petit peu dans tous les sens, et c'est pour ça que j'ai aussi nommé que c'était positif. C'est qu'il y avait vraiment de l'énergie, et à ce titre-là, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues découvrir les métiers, même si quelquefois on se disait non, c'est quand même un petit peu compliqué, on fait de l'étiquette adhésive, certaines bobines font 8, 10, 12 kilos. Pour une femme, ça peut être un peu compliqué, pour une personne, ça peut être physiquement, certains postes, un peu difficile. Mais non, les gens, on les a prévenus, mais les gens étaient motivés, ils ont découvert, que ce soit la logistique, que ce soit des métiers un petit peu plus techniques comme la reprise, la coupe, le contrôle. Partie administrative aussi avec Noura, justement, qui a découvert partie du service client, puis après l'administratif au service financier. Grand nombre de candidats, et puis assez clairement, ils ont pu se rendre compte de ce qui pouvait les intéresser ou pas, hein, parce que dans ce cas-là, c'est un vrai choix, de leur part et de notre part également. Et du coup, ça a pu leur permettre quelquefois de savoir ce qu'ils ne voulaient pas faire, donc de mieux cerner ce qu'ils voulaient faire. Ce qui nous a permis de rebondir avec certains. Et puis même en interne, au niveau des équipes, ça permet, il ne faut pas l'oublier, ça permet de leur faire présenter leur métier à quelqu'un d'extérieur qui ne connaît rien, donc à s'interroger également sur leur travail, leur fonction, ce qui est fait, et de le présenter à quelqu'un. Donc là aussi, ça amène de la cohésion dans les équipes. Qu'est-ce qui vous a décidé les uns les autres à donner la chance là, à chacune des personnes? Quel était le déclic, le truc qui fait que vous avez dit celui-là, on va aller plus loin avec? Nous, c'est vrai que Michel, je pense, alors j'ai appris après en fait ce qu'il y avait son cursus chez FR, le projet FR. Je ne connaissais pas en fait par où il était passé, par quelles étapes il était passé, et je pense qu'il y a eu un travail en amont qui a été vraiment très très important, parce que c'est quelqu'un qui s'est montré déjà hyper sympathique, hyper gentil, avenant, et puis maintenant qu'il est dans l'entreprise, qu'il est dans les équipes, d'ailleurs on l'a pris en alternance à 100%, donc c'est une alternance que entreprise finalement, parce qu'on avait besoin de lui déjà, et puis lui il voulait bosser en fait. Donc il avait le goût du travail,
Il avait le goût de retrouver des contacts humains avec tout le monde, parce que quand on fait des soirées au boulot, alors c'est celui qui prépare tout. Ah Il oui. fait le barman, il fait les D'accord. ponches. Enfin, c'est incroyable comment il est impliqué. On sent qu'il a le goût à retrouver une vie sociale, etc. Donc, je pense qu'il a été bien préparé. Et quand j'ai appris après effectivement par où il était passé, je pense que voilà, on était assez surpris. On ne savait pas en fait, on s'attendait pas du tout à ça. Donc effectivement, là, nous, c'était évident qu'on le gardait. Et d'ailleurs, on l'a passé là récemment en CDI chez nous. Donc là, il est à temps plein en CDI. Voilà, j'ai eu satisfaction. Donc, Ça, c'est une réussite. Ça, c'est de la réussite comme on les aime. Et voilà. C'est ce à quoi on veut arriver et on y arrive. Et on y arrive. Et vous, monsieur Lofreda, qu'est-ce qui vous a décidé sur Nora, sur Oussama? Quel truc qui a fait que... Comme je l'ai dit, c'est un choix commun, c'est-à-dire que déjà les personnes qui sont venues, eux aussi ont le droit de dire non, ça correspond pas, ça correspond plus, quoi. C'est pas que dans un sens, c'est pas le plein pouvoir. Donc c'est un vrai choix commun, une discussion. Ce qui a décidé plus moi mais surtout mes équipes, en tout cas les responsables de processus de service chez nous, ça a vraiment été l'élément moteur qui était la motivation. On est sur des gens extrêmement motivés, ce qui est compliqué à recruter aujourd'hui, clairement. Là, on a ce sujet-là. Alors, ok, il y a d'autres manques, il y a des choses à expliquer, il y a un accompagnement différent, mais il n'y a pas de sujet sur la motivation. Du coup, la question était, qu'est-ce qui a fait le choix? C'était une évidence, ça s'est fait naturellement. Ça correspondait aussi à des besoins, à des possibilités qu'avait l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier, quoi. Ce n'est pas une association de 1901, on est là pour gagner de l'argent, je ne critique pas les associations. On est là pour gagner de l'argent, donc c'est une vraie tâche, un vrai travail qui est à confier avec une réalité financière, une réalité de résultats, de qualité, de conformité. Par exemple, pour Oussama, ça a été progressif. Sur les expéditions. Quand on expédie de la pharma, non, il n'y touchait pas. Il faisait que certaines tâches parce qu'il y a eu un temps d'apprentissage de toutes nos règles qualitatives qui a été un peu plus long, clairement. Mais il n'y a pas de sujet sur la motivation. Il est toujours là, il est resté et ça se passe bien aujourd'hui. Pour Noura, qui elle est pas à plein temps, est à mi-temps. Ça a été un petit peu pareil, il a fallu, c'est un poste qui a été créé, donc là au niveau de la répartition des tâches, ça a été vraiment une réflexion et une co-construction avec le responsable du service, elle, et un petit peu plus moi. Là j'étais un peu plus acteur également dans les tâches confiées. Mais voilà, et là aussi aujourd'hui, il s'est avéré que dans le service où est Noura, depuis sa rentrée, c'est elle la plus ancienne, parce qu'il y a eu 2 changements entre-temps. Donc ça devient un peu la gardienne de l'histoire, parce que quand il y a des changements, on perd toujours un petit peu d'historique. Alors il y en a d'autres, mais voilà, du coup, assez naturellement là aussi, on lui pose des questions, elle intègre et elle participe à l'arrivée de la nouvelle responsable financière qui date d'il y a 3-4 semaines, même pas. Donc voilà, on est vraiment sur du nouveau. D'accord. Sur la mise en place du contrat, vous avez procédé comment? Vous avez travaillé avec le groupement d'employeurs, justement? Totalement, oui. Ouais. C'est vrai que nous, en étant adhérents, vraiment, ce qu'on trouve, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était extrêmement facile. On est sur des personnes en retour à l'emploi, donc avec une partie personnelle à gérer et une partie professionnelle à gérer. Et le lien entre tout ça, je trouve qu'il est très bien fait par les acteurs du projet FAIR. Par Génie Pluri pour nous dans notre cas, parce que on est à chaque fois accompagné, on n'est pas laissé seul face aux difficultés qu'on a pu rencontrer, que l'on peut rencontrer, des difficultés qu'on rencontre avec toute personne que l'on recrute. Il est là, il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Quelques soucis d'entretien, de collaboration et d'évolution. Là, là-dessus, c'est extrêmement facile. Moi, nous, pareil, Génie Pluri, on a travaillé avec eux de manière très simple. Ça nous a enlevé toute la partie administrative qu'on peut avoir quand on embauche au départ quelqu'un avec les incertitudes. Là, il y avait quelque part, pas une garantie, mais je veux dire, on était rassurés en fait sur si ça marchait pas. Voilà, on savait qu'on était quand même moins liés, c'était plus facile à gérer, quoi. Bien sûr.
Oui, toute la partie en fait contrat est portée par le groupement d'employeurs et donc tout ce qui va avec le contrat, c'est-à-dire faire respecter le contrat aussi à l'employé, lui expliquer déjà, le faire respecter et puis s'assurer effectivement des petits manques. Vous aviez pu faire preuve, vous aviez rencontré des difficultés à un moment donné avec l'un ou l'autre des salariés en termes d'exemple? Alors, des difficultés, après il y a les choses classiques Ouais. du monde de l'entreprise, mais enfin, nous on n'a pas eu de difficultés particulières. Ah mince, je suis désolé, je Non, ne suis pas il a- d'exemple. c'est vrai qu'il a eu un souci de santé à un moment Oui. donné, bon, qui peut arriver à tout le monde. Donc, mais franchement, non, j'ai jamais eu de souci avec la personne. D'accord. Et la motivation, c'est clair que, comme dit Didier, c'est la motivation. Je ne sais pas comment on peut. On aimerait bien avoir ça chez tout le monde. Ouais, ça c'est top. Hein. Bon. Monsieur Lofreda. Ouais, quelques difficultés, oui, de la vie d'entreprise là également. Le port des éléments de protection, les masques, le gel, les ci, les là, les règles de 3 règles de sécurité, de 3 règles de qualité, mais rien de catastrophique, rien de spécifique À la personne. à la personne ou au type de personne, ou enfin, je sais pas comment le dire, que du standard, vu ou pas vu régulièrement avec l'ordre de tout recrutement, quoi. C'est ce qui se passe, c'est ce qui arrive, et pas plus que d'autres personnes. Voilà. D'accord. Bon. Et à chaque fois, c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, c'est assez agréable, quoi. Mhm. On n'est pas seul. C'est vraiment la grosse différence. La partie. Oui. On a des contacts très réguliers avec Génie Pluri. Nous, c'est Ouais. vrai que, alors peut-être pas tous les mois, mais quasiment, on avait des messages de vos collègues. Comment ça va? Comment va Michel? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Comment on peut vous aider? Enfin, on est vraiment bien accompagnés. Ouais. La partie formation représente combien sur chacun des pas? Alors c'est à chaque fois, alors vous vous rendez compte que c'est à chaque fois un petit peu aussi du sur-mesure hein, que l'on essaie de faire. La partie formation, pour vous, ça a été quasiment zéro. Bah, nous, la formation, elle était faite chez Oui, nous, en fait. voilà, oui, elle a été C'est une faite. formation sur chacun le- de nos sur clients, le sur, poste. les outils, etc. Mhm. Donc, c'était une formation qui a duré plusieurs mois, parce qu'il a été formé sur plusieurs clients au fur et à mesure. Mais Il y a pas au il y a rythme eu de- d'alternance. voilà, il n'y a pas eu de rythme d'alternance sur cette partie-là pour nous. Pour nous, il y en a eu un petit peu, mais j'avoue que j'ai même pas trop fait gaffe, tellement que ça me semblait extrêmement courant. Donc, une partie de formation, là aussi, pour nous, est interne à nos spécificités. Ouais, voilà. Voilà, c'est l'intérêt de l'alternance à caractère expérimental, c'est-à-dire que comme on ne vise pas un diplôme, hein, pour faire partie du service expédition finalement, pas nécessité de passer de qualification particulière ou de diplôme, mais la formation elle se fait sur poste, ce qui permet voilà, d'avoir quelqu'un qui monte en compétence de manière professionnelle, mais sur le poste sur lequel lui il veut rester, ou du moins l'entreprise veut le conserver et le faire progresser. Ouais, nous, par exemple, on a des formations internes en termes de sécurité qui sont pour l'ensemble des personnes qui sont dans l'atelier, le port des EPI, enfin tous ces éléments-là, et puis les 2-3 règles de travail, et enfin des règles pour le portage, pour tout ça. Bah, Oussama y a participé au même titre que les autres personnes, était actif à poser des questions, à comprendre pourquoi. Enfin, pas d'écart, pas de différence. Ok, vous l'avez abordé un petit peu tous les trois. Le fait d'avoir participé à ce projet, est-ce que ça a provoqué des choses dans les équipes? Comment vous mesurez un petit peu le côté impact Si vous pouvez le mesurer. Pour ma part, le fait que ce recrutement a été un succès, pour moi, c'est plus facile d'amener de nouvelles initiatives auprès de la direction. Parce que vu que ça a marché, on a envie que ça remarche pour d'autres personnes. Donc c'est plus facile d'appuyer mes arguments avec cette expérience. Ouais. D'accord. Pour nous, bon, j'ai expliqué qu'au service financier, il y a eu des changements, mais comme on a fini une phase de restructuration l'été dernier, qu'on a démarré celle de structuration,
Au service logistique, il y a eu aussi des changements. Et c'est vrai que Johan, le responsable logistique aujourd'hui, s'est fortement impliqué dans l'accompagnement d'Oussama. C'est un moment, c'est devenu aussi son challenge à lui, parce qu'il y a eu quelques difficultés. C'est un petit gabarit, je l'ai dit, on porte des fois des choses lourdes, donc il faut savoir ce qu'on peut faire, pas faire. La qualité est très pointue. Et ça a vraiment été pour Johan, j'en ai discuté avec lui, le responsable, le challenge, quoi, d'arriver à la réussite. On garde Oussama, on ne le garde pas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment qu'il trouve sa place dans le service et qu'il apporte à l'entreprise. Pour Noura, en service financier, un petit peu plus compliqué. Il y a eu des changements. Donc la personne qui était historiquement chez l'Orge, je le dirais assez clairement, je disais ce qu'elle fait là, pourquoi, ouais, ok, elle va faire 2-3 tâches, mais bon, je n'explique pas énorme. La personne qui l'a remplacé suite à son départ, là par contre, ça a commencé déjà beaucoup plus à s'impliquer. Si on s'implique avec eux, comme on parlait de la motivation, c'est super facile derrière, quoi. En donnant, on reçoit, on a de l'implique, on a des questions, on n'a pas quelqu'un qui reste dans son coin, c'est vraiment super agréable. Et la troisième personne aujourd'hui qui est au service financier, aujourd'hui, j'entends assez clairement, attends, j'ai des réunions régulières, je fais des points avec elle. Elle est en congé cette semaine, Noura. Je vais voir exactement ses tâches parce que comme ça, son absence fait qu'on a listé toutes ses tâches, on a travaillé. Donc ça y est, on est rentré dans un travail d'analyse de tu fais quoi, on fait comment, quelles tâches on fait, de progrès, d'analyse et de progrès et de plans de progrès qui sont réguliers dans tous les services chez nous. Voilà, ouais, assez simplement, naturellement et agréable. Bon, et à vous, à titre personnel, alors, à vous trois, le fait d'avoir participé à ce type d'expérience-là, ça a eu un petit impact sur vous ou pas ou... C'est plutôt une fierté, je pense. Une fierté. Oui, on est des acteurs importants du tissu social parce qu'on a des entreprises qui sont là. Et nous, on fait quand même pas mal de recrutement. Donc, si on peut aider des gens à réintégrer la vie professionnelle, c'est super important. Ouais. Bien. Écoutez, on est content, on est fiers que vous soyez fiers. Pour moi, à titre perso, j'ai une certaine vision de pourquoi je suis dirigeant. Moi, je suis dirigeant pour participer à la vie des gens, pour donner du travail aux gens. C'est-à-dire que les 70 personnes avec qui je collabore, c'est pas très compliqué. Ma vision et mon ressenti, c'est grâce à eux. Il y a 70 familles. Certains sont en couple dans la boîte, donc un peu moins. Mais, il y a 70 personnes qui ont une certaine vie en travaillant chez l'Orge. Je ne suis moi qu'un relais, donc je l'ai dit, une entreprise 1916, je n'étais pas né. Donc je suis qu'un maillon et je passerai le relais un jour. Donc la fierté, ouais, tout à fait d'accord. J'ai participé à d'autres projets pour des retours à l'emploi. Donc ça fait partie de ce que je veux aussi faire, de ce que j'estime qu'une entreprise doit apporter. Ça ne peut pas être à 100%, ça c'est clair. On a besoin de recrutement standard et avec d'autres compétences. Mais par contre, qu'une entreprise participe à ce projet, à ces projets-là, je trouve que ça fait partie de leurs fonctions. Ça doit faire partie des fonctions des entreprises, en tout cas ça fait partie de la mienne. Et le plus intéressant que j'en ai vu, c'est qu'on a des questions de notre CSE sur le projet, sur la charte des 1000 entreprises qu'on a signée. Donc ça fait bien voir qu'il y a une dynamique. Après, à titre perso, je rentre juste Didier Lofreda, l'être humain. J'ai pas oublié d'où je venais. Ma société est à Vénissieux, ça tombe bien. J'ai passé mon enfance pas très loin, sur une colline qui s'appelle les Minguettes, qui m'a appris l'école de la vie. La République permet de faire voir que l'ascenseur social existe dans le plus beau pays du monde, la France, même quand on est fils d'immigrés. Donc, ça j'en suis fier et de tout ce que je fais tout au long de mon travail.
en positif ou en négatif. Quand je dois virer quelqu'un, ça fait pareil. Et quand je dois embaucher quelqu'un, c'est pareil, ça fait partie du job. Mais ouais, c'est bien, un titre personnel, de la fierté aussi. Beaucoup. Bien, bien. Bah, écoutez, on est plutôt fiers que vous soyez fiers, comme je le répète, effectivement. Avant de passer peut-être à une série de questions-réponses, de précisions, etc., etc., une petite question de confiance quand même. Si c'était à refaire? On le refait. Ouais. Oui. Très bien. Si vous aviez des conseils à une entreprise qui souhaiterait se lancer dans cette aventure, qui pour nous est vraiment une aventure humaine avant tout, quels seraient-ils en termes de conseils? Pas avoir peur de sortir des sentiers battus. C'est vrai que ça peut faire peur de se dire on recrute sans CV, mais finalement, si on fait confiance à tous les acteurs du projet, donc nous c'était Génie Pluri, mais ils prennent le temps de bien comprendre nos métiers, nos attentes. Donc les personnes qui vont nous présenter, on peut se douter que c'est pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise et aux besoins de la personne qui est à la recherche d'un emploi. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien si la personne est motivée et si nous, on est capable de bien intégrer la personne. Parce que comme je crois que c'est vous qui l'avez dit et vous aussi tout à l'heure, que ça va dans les deux sens. Nous, c'est peut-être un effort de la part du candidat parce que ça fait peut-être longtemps qu'il n'a pas été en emploi, mais... ouais. De ne pas avoir peur. Oui, pas avoir peur. Faire confiance. Faire confiance. D'accord. Faites-le, il n'y a pas de risque. Ouais. C'est quoi le risque quand on recrute? C'est le même risque, il y en a même moins, que quand on recrute, on est d'accord? Je pense qu'il y a moins de risques. Parce qu'il y a l'accompagnement. On ne porte pas le un recrutement, il n'y a pas de risque, quelqu'un de motivé, ça n'existe pas aujourd'hui en fait. Alors oui, il faut donner un petit peu de temps, mais on le voit, les équipes, ça crée de l'émulation, parce que la personne est motivée en face, et parce que la personne est motivée, et en face, on a un très bon accompagnement, comme on l'a cité. Il n'y a pas de risque. Il y a eu la préparation en amont. Ouais. Aussi, puisque la rencontre de l'entreprise se prépare là, pendant les 3 mois. Et puis alors, je ne veux pas rentrer plutôt dans des détails personnels, mais les 3 personnes dont on vient de parler, moi j'ai eu la chance de les rencontrer même avant le premier jour qu'elles intègrent le projet. Je pense que je ne les reconnaîtrai pas au jour d'aujourd'hui. Parce que quand on a été isolé pendant longtemps, quand on cherche du boulot depuis longtemps, avec la motivation, mais pas forcément avec la méthode et pas forcément avec le réseau, on peut être un petit peu abîmé par la vie. Et souvent, on voit les personnes, quand elles arrivent le premier jour, elles sont plutôt dans une position un peu de méfiance, de réserve. Parfois, elles sont passées par des dispositifs dont elles n'ont pas bien vécu le parcours, etc., etc. Donc on part avec une matière humaine très très riche, mais qu'il faut pouvoir se faire révéler. Et ça, c'est tout le travail qui est fait pendant les 3 mois, et puis c'est tout le travail après qui est fait aussi à la rencontre de l'entreprise. Et sans rentrer dans le personnel, moi je suis vraiment très très heureux d'entendre comment sont ces personnes au travail et ce qu'elles provoquent dans l'entreprise, pour mesurer un petit peu le chemin qu'elles ont fait. Et qu'elles ont fait elles-mêmes. Par contre, là, on s'appuie vraiment sur les ressources des personnes. Voilà. Je crois que, à titre d'exemple, on a guère de choses à vous dire. Par contre, à répondre à vos questions, bien volontiers. Est-ce que vous auriez des demandes de précision à nous communiquer? Mais qu'est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y avait de la peur en amont vis-à-vis du projet quand vous avez initié l'idée de faire partie du projet FAIR et d'embaucher ou de faire venir quelqu'un pour voir? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de peur et comment ça a été géré dans les équipes finalement? De l'autre côté, il y a eu zéro appréhension. C'était un recrutement un peu entre guillemets comme un autre, et puis c'est un être humain comme un autre, donc ça s'est passé... La peur, voilà. a priori, peut-être, c'est vrai que le mot est peut-être plus
plus adéquate. Il y a eu peut-être des a priori. Bon, ils Voilà, ont... après, quand on mais, fait plus et moins, qu'est-ce qu'on ouais. gagne, qu'est-ce qu'on perd, quand on voit qu'on a tout à gagner, et Mm. on n'a pas de raison de ne pas essayer. Puis si la Ok. personne, elle correspond, enfin nous ça c'est bien, enfin effectivement ça correspondait bien à ce qu'on recherchait aussi sur le moment et la personne, enfin vu les difficultés qu'on a à recruter en ce moment, on était plutôt contents. Je pense que les équipes autour étaient plutôt Ouais, contentes d'avoir quelqu'un de compétent et de sympathique. Donc il n'y a pas eu de réaction particulière. Pour la de peur. petite histoire, quand même, c'était pas du tout les postes qui étaient recherchés par ces 3 personnes-là. Hein. Enfin, Non, ils ne non, connaissaient pas le poste, c'était- ils ne souhaitent. Enfin, voilà, Là, c'est vraiment un changement de métier complet, hein, Mhm. rien à voir avec ce qu'ils faisaient avant, donc c'était complètement différent. Pour nous, on a parlé de 2 personnes. Il y a d'autres personnes Oui. avant qui. Alors, il y avait un peu de résistance de dire putain, ça y est, il nous fait quoi encore, Didier? Il a trouvé quoi comme truc? Et tout de suite, enfin assez rapidement, on a dit ouais, mais attention, c'est le choix, il est. Et vous aussi, vous avez le droit de dire non en interne. On est dans. Ok, c'est une personne qui est en retour à l'emploi, mais il y a un accompagnement, la valoriser. Et puis même eux, je vais en parler juste après, et on a le droit de dire non. C'est un recrutement normal, donc les règles sont les mêmes. Juste on demande, en termes d'accompagnement, qu'il y ait un lien qui soit fait entre ce qui se fait à l'extérieur. Et puis les gens en interne, quand ils voient aussi que la personne revient en disant je suis allé au Groupama Stadium, ah ouais, putain, c'est comment? Je suis allé dans la salle à Lyonceau, enfin j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils disent ah ouais, c'est pas juste un truc où on nous le fourgue là, il y a aussi la suite derrière. Il y a, si tu as un problème, quelqu'un va venir on en parle, tu nous en parles, on en parle, tu as un contact, ce qu'on a expliqué. Ouais, il y a des résistances, mais assez facilement, en mettant en face le fait que le choix, il est aussi de notre côté, non, Oui, ça va. Jouer la transparence. Ouais, Enfin, je veux totalement, dire, ouais. voilà, on présente le projet, on dit ce qu'on va faire et on se dit pas parce que forcément il y a un accompagnement spécifique et il faut. Ouais. Et on a dit non à des gens, et eux ont dit non aussi, sur des personnes qui ne sont, du coup, après les jours de découverte, les semaines de découverte ne sont pas restées, où nous, on a dit non. Oui, alors effectivement, je ne pense pas qu'on vous ait mis le couteau sous la gorge en la matière. Bon. On parle beaucoup d'accompagnement. Peut-être, donc on a un des 2 groupements d'employeurs qui est ici, le deuxième n'a pas pu venir, donc Génie Pluri. On a le groupement d'employeurs aussi Métisport. Est-ce que je peux te surprendre comme ça, Hervé, en te demandant de nous dire un petit peu dans l'accompagnement ce qu'il y a et puis la philosophie un peu qui vous a fait participer au... Allez, prends un micro. Ah bah, il n'y a pas de raison. Un peu le côté, qu'est-ce qu'il y a dans l'accompagnement, dont on parle beaucoup, et un peu pourquoi avoir rejoint pourquoi participer au projet FAIR et la philosophie de la chose. Bon, dans tout ce qui a été dit, effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que c'est des informations collectives qui débouchent sur une formation savoir-être sur 3 mois et qui ensuite se déclenchent sur un contrat d'alternance et qui ensuite vont sur un CDI. Donc on peut se dire, sur le fond, elle est où l'innovation dans le dispositif et en plus, on est sur des financements de droit commun. Une POE, c'est des financements Pôle emploi, vous pouvez les mettre en place dans vos entreprises si vous avez des besoins. Des contrats d'alternance, il suffit d'aller voir un OPCO pour qu'il vous le finance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il y a un accompagnement en caisse des dépôts du consortium pour justement pour la structuration du projet, pour l'accompagnement MMIE, mais j'ai dire, au niveau opérationnel, nous, en tant que le centre de formation du groupement, Boréal, est financé par Pôle emploi et ensuite les contrats d'alternance, c'est financé par les entreprises sur la partie gestion et c'est financé par l'OPCO sur la partie contrat de pro expérimental, comme tu l'as dit, Nicolas. Donc déjà, démystifier le truc, il n'y a pas un truc exceptionnel autour de ça. Qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qu'on a essayé de faire? D'abord, d'être très très quali. Donc il y a quand même un gros travail qui est fait sur le sourcing. Au début, ok, mais pour moi, ce qui est important, pour nous, ce qui a été important, c'est de mettre un niveau qualitatif très fort au niveau de la formation dans des lieux
Enfin voilà, on a fait des visites au musée de Confluence, on leur a fait faire du kayak, on leur a fait faire des sorties comme on ferait à des cadres. On leur a fait travailler leur profil de personnalité, leur comportement sous stress. C'est des choses qu'ils n'ont jamais vues. Vous les connaissez, mais eux, non. Ils ne connaissent pas ça. Et donc, on est parti sur ces niveaux-là en disant, on leur a fait venir un sophrologue, on leur a fait faire du sport, on leur a fait faire du sport coach, sport individuel. On a cassé vraiment là-dessus. On est allé tout de suite assez haut dans on va dire, l'engagement qu'on avait dans les lieux d'exception et qu'on leur a demandé de respecter. Et la première promo était en plein Covid, la deuxième s'est faite au Groupama, effectivement, et la troisième là, va démarrer début avril, elle va se faire au Loup. Et c'est pas un hasard, c'est-à-dire que ce que je vise effectivement au travers de tout ça, c'est d'aller chercher des lieux exceptionnels pour attirer, pour leur montrer que pour eux, déjà, ça change le regard qu'ils ont, tout simplement sur. On n'est pas dans une salle des fêtes, j'ai rien contre, mais au fin fond d'un quartier, on est dans des lieux dans lesquels ils n'ont pas l'habitude de venir. Et effectivement, la deuxième chose, c'est de faire venir les entreprises dans ces lieux avant que les stagiaires aillent dans l'entreprise. Ça, c'est un des aspects quand même vraiment importants. Même si des fois c'était pas possible parce que la première promo il faut lancer le dispositif. Mais là l'enjeu c'est on est même sur la. Donc là, on va attaquer la troisième promo en avril. La quatrième même. Voilà, la troisième pour Génie-Purie et il y en a eu 2 autres par Métisport. 30, 40 là 30-35 en fait. Voilà. Personnes. Donc dynamique de groupe, effectivement importante. Il y a un moment donné avec des ressorts où ça ne ressort plus de nous. Il y a des problèmes psychologiques à un moment donné à régler en début. Là aussi, on a mis le curseur quand même en disant il y a des gens qu'on ne pourra pas suivre dans le cadre de ce programme de 3 mois et donc qui sortent du système si les fragilités sont qui se révèlent sont trop fortes. Si ça peut mettre en péril le groupe. Ouais. Déjà, et si nous, on n'est pas de taille professionnellement à gérer des situations soit d'agressivité, soit des situations d'addiction qui sont trop fortes et dont on se dit c'est pas possible. On peut pas, là, ça ressort plus de notre domaine. Donc on fait un travail quand même au début pour bien détecter ça et alerter. Le fait de faire venir les entreprises, clairement, le regard change de l'entreprise, et vous avez vu que là encore, ce n'est pas une vision institutionnelle ou politique de l'inclusion, c'est une vision opérationnelle. C'est est-ce que j'ai besoin de postes et est-ce qu'on est prêt de s'investir, et ce n'est pas des responsables de service qui vont en parler à d'autres, c'est directement des gens qui vont traiter le sujet au quotidien. Donc ça, c'est aussi un des enjeux importants, y compris grand compte. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, bien entendu, qu'il y ait les services RH inclusifs qui soient présents, mais qu'il y ait des opérationnels qui se déplacent, c'est-à-dire des gens susceptibles d'accueillir les gens, pas juste des gens en charge de cette problématique-là. Vous connaissez, j'imagine, tous ces enjeux, et c'est vraiment important. Et vous voyez bien que il y a un changement, il y a un regard qui se change à ce moment-là. L'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'au travers du centre de formation qui gère la formation, souvent, comme tu l'as dit, c'est en silo. Et une fois que la formation est finie, des gens de la RH reprennent le dossier, c'est trop tard. Donc effectivement, pendant les informations collectives, le chef de projet Génie-Purie tourne dans les informations collectives pour voir comment il fait le sourcing. Il participe avec Pôle emploi à la construction du groupe. Donc ce qui a été dit quand on les recherche, on y met quand même pas mal de moyens en amont pour créer une première relation. Ensuite, il y a des RH. On a 3 RH, 1 pour 10 à peu près, qui fait 3 ou 4 suivis RH pendant les 3 mois de formation et qui sont attitrés au groupe. C'est-à-dire qu'ils vont venir au moins 1 fois par semaine dans le groupe et qui vont participer avec les formateurs à l'action. Donc ça nous permet de déceler aussi ce qui va les bloquer. Et après, c'est pas ce qu'on a corrigé aussi quand même dans le modèle, c'est pas vous ferez les métiers que vous voulez, c'est vous ferez les métiers qui vous sont proposés. On ne sait pas lesquels. Et effectivement, les gens qui sont là en témoignent, et je vous le confirme, il n'y a pas de... les métiers vers lesquels ils vont, ils ne les connaissent pas. Par contre, on leur enlève aussi l'idée de dire... ils ont des idées qui sont
hors de proportion de ce qu'ils peuvent réaliser en 3 mois. Donc nous, notre boulot, c'est de les faire atterrir sur la panoplie d'emplois qu'on a et de les accompagner là-dessus. Et toutes les semaines, on redébriefe sur le questionnement des entreprises en disant mais pourquoi tu n'as pas posé de questions, comment ça s'est passé, etc. Et il y a un jeu comme ça parce qu'effectivement la com, la première impression, hein, et y compris pour eux, c'est encore plus important. Après, donc vous avez vu qu'on s'appuie quand même sur des petites entreprises, sur ce modèle-là. Il y a un vrai enjeu au niveau du réseau. Donc il y a une forme de récurrence, mais quand vous avez une boîte de 40 personnes ou 30 personnes, vous n'allez pas en prendre 2 à chaque promo. Parce qu'à un moment donné, il y a des possibilités d'intégration qui ne seront pas les mêmes. Donc le vrai enjeu, c'est comment intégrer aussi des grandes entreprises dans ce dispositif et comment les intégrer de façon opérationnelle, pas de façon politique. On est un petit comité et pour moi c'est important d'expliquer ça, qui est de dire est-ce que j'y vais parce que je déclenche un recrutement ou est-ce que j'y vais parce que je veux intégrer un public dit prioritaire et développer un programme inclusif. Et c'est là où je pense qu'il y a besoin d'un relais et d'un développement, c'est de dire, donc en ça, l'OL Fondation nous aide, clairement, à nous intégrer. En ça, moi, avec le président du Loup, avec Yann Roubert, on va travailler sur son réseau d'entreprises rugby. J'ai travaillé, moi, je suis président de Lyonceau Basket, donc j'ai travaillé sur mon réseau d'entreprises, de mes entreprises sud-ouest lyonnais. Donc on a fait sud-ouest lyonnais, Pierre-Bénit, Toulin, Saint-Genis-Laval, Sainte-Foy, tout ce coin. On a fait ensuite Groupama, donc est de Lyon. Là, on va refaire Gerland, le 7e. Donc il y a aussi un enjeu, on pense aussi faire la Duchère, ou tourner dans différents quartiers de proximité et attirer et déployer ce réseau d'entreprises prêt à venir ensuite régulièrement pour étoffer le groupe. En sortie, là aussi pour aller... c'est toujours pareil. Donc l'accompagnement, pour ceux qui le vivent, et merci, on y met beaucoup d'énergie, vous imaginez. Il est important. Dans le grand compte, c'est aussi pas évident, et dans la grande entreprise, qui est de dire est-ce que je dois adhérer au groupement d'employeurs, mais est-ce que ça dépend de quel service, et donc ça peut rendre les choses plus complexes. Il faut dire les choses comme elles le sont. Il y a un gros travail de défrichage. Il y a un enjeu de dire est-ce que je vais adhérer ou pas. Nous, on est assez pragmatique. À un moment donné, on a des gens, donc, qui ont une convention de stage Génie Puri, pour être très concret, qui sont en formation, Pôle emploi, qui sont donc mis à disposition. Donc la période de stage permet de simplifier les conventions de stage et tout ce qui s'ensuit. Derrière, s'il y a une embauche directe, parce que ça simplifie le travail de l'entreprise XYZ avec un contrat de pro, c'est pas le modèle, mais c'est l'efficacité qui compte aussi. Et à un moment donné, il y a des choses qu'on peut faire en 3 mois dans certaines boîtes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans d'autres. Ça nous arrive de lâcher le salarié en direct, ça nous fait toujours un peu peur parce qu'on sait bien, même pour lui, la relation qu'on a construite et autres, mais c'est la vraie vie. Et la vraie vie fait que par moment, il faut savoir intégrer quelqu'un dans l'entreprise dans laquelle il se projette. Ça ne sera pas possible de l'intégrer via le groupement pour des raisons purement administratives. Voilà, donc là-dessus, il faut rester très... On est plutôt dans le pragmatique et dans le faire. Ouais. Et ma conclusion, c'est qu'il y a 3 tiers. Il y a un tiers de gens, c'était un accident de parcours et il suffit de leur redonner les codes et ils les reprennent même directement. Ils ont même plusieurs possibilités, voire même ils s'en génèrent eux-mêmes. Oui. On a des personnes qui nous ont quittés parce qu'ils ont trouvé leur propre emploi en CDI voilà, juste à la fin en se disant mais ça y est, j'ai les codes, j'ai la façon de faire et j'ai l'envie surtout. Ouais. Et je veux gérer ma relation avec les entreprises et mon retour à l'emploi. Il y a le deuxième tiers qui nécessite vraiment l'accompagnement qu'on fait et qui permet de leur mettre le pied à l'étrier au travers des jobs qu'on a, des postes qu'on propose et de l'accompagnement qu'on fait. Puis il y a le troisième tiers qui est dans le dur. En gros, puisqu'on est à peu près sur ces ratios-là. Et là, on travaille sur un suivi post-action, tous les 15 jours. On continue à régénérer, en fait, à créer ce lien. Et là, c'est du un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Et là, il y a de la difficulté. On travaille avec un opérateur d'insertion par l'activité économique pour se dire comment est-ce qu'on pourrait continuer de l'activité et non pas juste de la formation ou directement un contrat de travail parce que ça ne colle pas. Et donc, comment améliorer, en fait, notre process là-dessus, quoi. Voilà. On est en amélioration continue, comme vous l'avez remarqué.
En tout cas, pour nous, le vrai questionnement, c'est comment attirer les grandes entreprises. Parce que c'est un Oui. vrai sujet. Hein. On est arrivé avec Amazon quand même, en Ouais, termes voilà, de grande mais, entreprise. oui, non, mais il y a gros. on est en échange À l'unité. et Hein. on est fiers de nos taux de pourcentage et d'avoir lancé ça en plein Covid. Et puis aujourd'hui que ça perdure, et je pense que c'est quand même. Mais on a quand même un enjeu là de déploiement. Tous nos groupements d'employeurs reposent sur quelques grands comptes avec des petits comptes. C'est-à-dire que c'est pas un groupement d'employeurs, c'est une fausse idée de se dire que c'est fait que pour des petites structures qui n'ont pas de structure RH ou de structure machin. C'est pas vrai, ça. C'est en fait toute grande entreprise a aussi des besoins, soit d'académie interne, soit de développement de compétences, soit de recrutement, soit d'accompagnement de l'encadrement intermédiaire, enfin, soit de pénurie à un moment donné sur un métier. Et la vraie réussite de nos groupements, même nous, hein, d'équilibre, c'est quand on arrive à avoir à la fois des grandes entreprises présentes et à la fois des petites, parce que ça amène une diversité d'échanges, de relations, de possibilités, d'opportunités. Et je pense que l'un des enjeux du projet FAIR, c'est quand même, c'est ça, c'est bien qu'il se construise sur un tissu de PME, un tissu d'entreprise. L'un des enjeux, c'est aussi, on a jusqu'à fin 2023. C'est ça. Avec des L'expérimentation, promos, la promo en avril, promo en septembre. Promo en avril, promo en septembre-octobre, Voilà, effectivement. ouais. Et puis après, avant la fin de l'année. Et à chaque fois des promos de 40 et on en a encore 2 ou 3 l'année prochaine. Oui. Donc ça aussi c'est intéressant parce que ça crée une continuité. C'est-à-dire quand vous mettez beaucoup d'énergie, et c'est souvent le problème de l'insertion, vous mettez beaucoup d'énergie sur un projet, puis après ça s'arrête, il faut qu'il change de nom, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Alors que là, on arrive à capitaliser sur 3 ans. C'est aussi un gage de réussite, je trouve, pour un... Donc j'ai entendu parler de vos projets de recrutement, on en parlera. On en reparlera. Oui. Aujourd'hui, on a eu le témoignage de 2 entreprises où le projet a fonctionné. Oui. Pour les entreprises où le projet n'a pas fonctionné, quelle est votre analyse? Qu'est-ce qui a manqué? Quand ça n'a pas fonctionné, c'est souvent avant vraiment l'intégration dans l'entreprise que ça ne démarre pas en fait. Vous voyez, on a des personnes, j'ai un exemple très concret, une personne qui devait commencer dans l'entreprise et qui, pour plein de raisons, a fait la première journée, n'est pas revenue. Là, c'est plutôt des raisons qui lui appartiennent en propre. On était au courant d'un certain nombre de fragilités qu'on n'a pas su lever. Comme disait Hervé, très certainement que cette personne-là, elle revient un petit peu de l'ordre de la 3e catégorie où le retour va être plus long. Il y a besoin de plus de temps et peut-être faire justement une activité moins impactante, donc avec moins d'heures dans la semaine, peut-être pas forcément à temps plein, enfin surtout pas à temps plein. Voilà, il y a beaucoup de choses à caser derrière. Ce qu'on peut dire très simplement aussi, c'est qu'on fait une semaine de stage, on les reprend 3 jours et on refait 2 semaines dans le modèle qu'on a construit. Il y en a quand même qui, après la première semaine, ça colle pas, soit entreprise, soit lui. Donc on a un replacement là sur d'autres entreprises sur ces 2 semaines. Et effectivement, à l'issue de ces 2 semaines, il y en a qui transforment pas. Voilà, lié à eux, lié à la boîte, hein, il y a vraiment les deux. Parfois lié aussi à la structure, parce qu'on est vraiment dans une... Est-ce qu'on est dans une dynamique inclusive ou dans une dynamique en recrutement? Et pour... Qu'est-ce que l'entreprise doit avoir pour que le projet fonctionne? Ah, ça c'est une très bonne question. Est-ce que je réponds moi-même ou je vous laisse répondre? La petite entreprise, elle recrute. Hein. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué, en tous les cas, dans les entreprises dans les entreprises avec qui ça fonctionne, c'est qu'on a souvent un engagement un peu fort de la part du chef d'entreprise, de la part des équipes ou de la responsable RSE, etc., qui dit tentons le coup, il faut le faire. Donc déjà, il y a cet engagement. Et l'engagement dans la continuité, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on veut le faire, après il faut le suivre derrière quand même. Et savoir le retransmettre aux équipes. Donc ça, c'est primordial. Un côté un peu aussi patience, parce qu'on ne peut pas faire... Alors pour les entreprises qui recrutent et qui ont des besoins un peu urgents, c'est souvent un peu frustrant. On ne peut pas leur dire, nous on vous prépare les gens pour dans 3 mois. Alors quand vous arrivez le 2e mois et demi, c'est pour dans 15 jours. Mais vous voyez, donc il faut quand même un petit peu de patience par rapport à ça, ceux qui ont des besoins de recrutement. Puis il faut de la patience aussi par rapport justement à l'intégration de la personne, etc., etc. Et je dirais pareil, patience et persévérance. L'idée, c'est aussi, quand on arrive, nous, Génie Puri, à passer dans l'entreprise,
On a parlé des analyses de poste, d'aller rencontrer les gens opérationnels, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment les rencontrer avant le stage, les faire venir, puis nous qu'on y aille, ça facilite quand même beaucoup. Souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'on a défini des postes, on a défini des gens, mais ceux qui réellement s'en occupent, ils ne connaissent pas le projet, ils sont au courant de rien. On leur a dit parfois une demi-heure avant qu'il fallait... Enfin, vous connaissez la vraie vie quoi, de la boîte, quoi. Et ça, on essaye de mettre beaucoup d'énergie là-dessus pour anticiper au maximum, parce que... voilà. Et puis après, s'il y a l'engagement... c'est l'engagement des gens. C'est vrai que c'est un peu comme tout, vous parliez des CV tout à l'heure, si on est sur une entreprise qui recrute que sur CV, il y a différentes règles, il faut être prêt à accueillir les gens, et il faut que ça descende en général du dirigeant, d'un responsable, de quelqu'un, pour en faire la publicité. On l'a bien dit, l'accompagnement après il est là, c'est assez facile. Votre question de départ était qu'est-ce qu'il faut, eux ils sont motivés, il faut aussi de la motivation en face et de l'envie. Et souvent, comme tous les choix stratégiques ou semi-stratégiques d'une entreprise, ça descend d'un responsable ou d'une direction, quoi. Donc voilà, et être prêt à changer les choses, avoir envie. Ce que je remarque, c'est que dans vos sociétés, ça a été des postes sur lesquels les gens ne travaillent pas seuls. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de postes où les gens en fait, sont seuls. Et ils vont pas forcément, ils travaillent seuls. Et en plus, ils ne vont pas croiser leur manager, ni tous les jours, ni des fois, pas toutes les semaines par rapport au rythme de travail. C'est un frein. Alors au début, ce n'est même pas possible en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner de cette manière-là en vous confiant quelqu'un, enfin vous prenez quelqu'un, etc. Vous le mettez dans le rythme de travail de votre entreprise, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut se dire qu'au début, il y a du temps à investir et effectivement s'obliger à croiser, s'obliger à former, à tutorer, etc., etc. Je dirais que ce n'est pas une condition sine qua non, mais si on ne met pas ça en place, ça ne fonctionnera pas. Vous posez le problème du parcours d'intégration en fait, Ouais. de ce public, et de dire dans mon entreprise, par rapport à mes postes et par rapport à mon activité, effectivement, il y aura la motivation, mais qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je peux, hein, et comment je peux le mettre en place au travers de la formation, au travers de l'accompagnement, pour faciliter ça. Et là, effectivement, il faut l'anticiper un peu quand même, parce qu'il y a des postes, c'est tous les enjeux, hein. Il y a des niveaux de barrière à l'entrée qui deviennent, notamment dans le service, qui deviennent de plus en plus élevés, et s'il n'y a pas un accompagnement personnel, relationnel, s'ils n'ont pas acquis les méthodes de travail avant, et si en plus on les met en autonomie, je suis d'accord que... Après, ceci dit, cet effort de mise en place pour l'inclusion pourra aussi s'avérer très très efficace pour n'importe quel collaborateur qui va rentrer dans la société. Mais ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on continue à en discuter un peu en individuel et autour d'un café, si vous le souhaitez. Je crois que Stéphane, tu voulais faire une petite intervention. D'accord, très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. On a largement dépassé, je suis vraiment désolé. En tous les cas, on est heureux d'avoir essuyé les plâtres de ce nouveau format, en espérant que ceci vous a convenu. Et puis au plaisir d'échanger. Merci beaucoup.